Bonsoir nos amis, quel plaisir pour Marina et moi d'être avec vous, de vous inviter d'être avec nous au sein de cette exposition que l'école a montée pour vous, qui est ici jusqu'au 14 février. Il faut vraiment venir. Il y a des photos, je suis en train même de vous inviter au milieu de l'exposition pour voir tous les trésors qu'il y a pour vous avoir. Et venez suivre l'exposition et aussi, ce soir, vous allez suivre l'exposition d'une façon virtuelle. Nous avons un petit film pour vous. Mais vraiment, jusqu'au 14 février, vous pouvez venir avec nous. Je vous ai rencontrés nombreux samedi et vous étiez ici, mais vous avez du temps pour planifier. Et je discute l'exposition. Nous sommes dans l'exposition parce que cette conférence ce soir va vraiment suivre le fil rouge entre cette exposition qui est vraiment, c'est la première fois dans Paris qu'on a eu une exposition dédiée au dessin joyeux et c'est le résultat des années de recherche par nos chers Stéphanie Devaux et Michael Descrossas et c'est vraiment essentiel que nous faisons cela avec vous ce soir pour notre conférence. Notre conférence est vraiment le résultat d'une belle aventure, beaucoup de complicité. Notre amitié a développé beaucoup depuis COVID, depuis mars 2020. Nous étions en train de parler de cette discussion que nous allons avoir ce soir. C'est une conversation qui continue. Pour commencer, pour lancer, d'abord, il y a Ghislain, notre ami Ghislain Ockerman, qui est avec vous sur la discussion, pour les questions. Et comme d'habitude, nos chers amis, nous nous connaissons maintenant. Vous pouvez parler entre vous-même avec Ghislain pendant la discussion. Et après, Ghislain va garder précieusement vos questions et on va partager les questions et répondre. Les questions sont sublimes. Et je vous donne une astuce. Il faut toujours demander les questions à Marina parce que vous allez être époustouflés par les résultats. Quand vous demandez des questions à elle, cela l'inspire et elle révèle les secrets du dessin joyeux, qui est exactement ce que nous allons discuter ce soir. Et pourquoi est-ce que, pour commencer, je vous montre ces petits cupidons, ces petits bébés héros, ou plutôt pour Rome, c'était le Rome antique, qui sont sur les murs de la maison Vetiae dans Pompéi. La raison, c'est parce que devant vous, vous avez des petits bébés dieux de l'Antiquité qui sont en train de fabriquer les bijoux. Donc, les secrets de fabrication de bijoux étaient tellement importants à Pompéi, dans l'Antiquité, ils mettent tout ça. Vous pouvez voir, ils sont en train de peser l'or, ils ont leurs petits marteaux en train de créer les bijoux. Et nous avons, et même des outils qu'on reconnaît aujourd'hui. Mais où est le dessinateur? Il y a un dessinateur là, quelque part, mais on ne le trouve pas. Qui est exactement pourquoi il faut vraiment avoir cette discussion et pourquoi est-ce qu'il faut avoir cette exposition pour révéler ses secrets. C'est quoi un dessin joyeux? Un dessin joyeux, c'est une œuvre d'art qui mérite d'être appréciée comme une œuvre d'art. C'est une œuvre d'art, mais aussi qui est utile, qui doit pouvoir être lu pour que le bijou puisse être construit. Par exemple, si vous avez un architecte qui fait un très beau dessin pour une maison, c'est sublime comme œuvre d'art, mais quand les gens essaient de construire la maison tombe après, c'est pas exactement bien comme planification pour maison. C'est la même chose pour un bijou. À droite, nous avons, c'est quelque chose que je poursuis toujours, la discussion de qui était le mystérieux Delaunay, son atelier avec ses sublimes dessins qui sont bien sûr inspirés par l'Antiquité. Et c'est pourquoi nous nous sommes gâtés un peu en mettant ces dessins pour cette bague sublime du XVIe siècle à côté du mural de Pompéi. Parce que ce soir, ce que nous allons faire, c'est que nous allons discuter
d'abord, qui est une dessinatrice, je veux dire, de bijoux. Nous avons une vraie dessinatrice sublime devant nous, avec Marina, donc avec elle. Et ça, c'est original aussi, le fait que nous allons voyager comme nous faisons pendant notre cours, qui dure 4 heures, qu'on donne chaque mois, vous pouvez venir. Marina, avec moi, c'est notre aventure. Nous discutons du côté pratique, la vraie dessinatrice, du côté historien de bijoux, comment est-ce qu'un bijou est construit. D'où viennent ces inspirations? Dans notre deuxième chapitre, nous allons vraiment profiter d'une vraie entrevue avec Marina au sujet de d'où est-ce qu'elle trouve ses idées, comment est-ce qu'elle dessine les bijoux sublimes. Et enfin, troisièmement, quel est le comment? Quelle maîtrise de geste, qu'est-ce qu'il faut? Donc, d'abord, qui? Nous avons Marina, mais on a des êtres mystérieux dans le passé, parce que d'habitude, la dessinatrice, et je mets l'emphase sur la dessinatrice, parce que cette dessinatrice est devant nous, c'est une dessinatrice qui habite toujours dans le musée de ma ville, chez moi, dans la France, très proche de chez moi, Niort, c'est pas New York, c'est Niort, N-I-O-R-T, une des plus belles villes de France, et dans ce musée, qui a été créé par Bernard Dagessi, avec ses propres fonds, un portrait qu'il a fait d'une sublime dessinatrice d'environ 1795. Elle est qui? Qu'est-ce qu'elle a dessiné? Encore une fois, on s'est gâté dans le musée des arts décoratifs parce qu'on a passé beaucoup de temps dans la bibliothèque, une aventure sublime dans la bibliothèque cherchant, et j'ai découvert que nous avons une grande chercheuse devant nous. Marina vient de me dire qu'elle ne se pense plus d'elle-même comme chercheuse maintenant, qu'elle est une sacrée chercheuse. Et nous avons trouvé ce dessin que nous avons mis à côté de cette jeune dame, cette dessinatrice qui est tellement fière. La raison, c'est parce que elle est évidemment inspirée par le classicisme. C'est la période néoclassiciste. Et ses bijoux, même ses boucles d'oreilles vous montrent ça, et le buste qui est à côté d'elle. Donc, est-ce que c'est plutôt sa fille, parce que ceci est un peu plus tard, est-ce que c'est sa fille qui se souvient de rocailles du 18e siècle, qui emploie un camée antique et qui, au milieu du 19e siècle, crée ce sublime bijou? Et on s'est gâté aussi parce qu'on adore la façon de laquelle cette personne a créé les perles, non? Surtout quand on imagine que le dessinateur a également fait le fond tout en l'encre de Chine, en lavis. Oh my God, oui. Et donc, qui veut dire pas de faute permis. Voilà. Et vous pouvez voir où est la lumière, vous pouvez voir tout. Encore une fois, c'est une œuvre d'art sublime, mais c'est une œuvre d'art par un anonyme. On ne sait pas qui, on cherche et on est fasciné par cela. Et c'est une œuvre d'art qui peut être lue et qui peut être produit comme bijou, oui. Et indubitablement, c'était produit, mais on ne sait pas où est le bijou. Donc, qui sont les dessinateurs? Les dessinateurs peuvent être les grands maîtres, les vieux maîtres, les old masters, comme nous appelons en anglais, parce que on a l'évidence, on a des témoignages. Par exemple, si on pense old master, vieux maître, on pense à Hans Holbein, non? Et nous regardons à droite, nous avons un portrait. Je voulais trouver quelque chose qui n'était pas un portrait d'Henri VIII ou d'une de ses épouses, parce qu'on a assez avec ça. Donc j'ai trouvé ce portrait qui est d'Embal, pas un portrait, mais une peinture, mais comme un portrait très sérieux de Vénus et son fils Cupidon. Et elle est en train de faire, je ne sais pas quoi, mais nous adorons l'opportunité de montrer sa ceinture. La raison pour laquelle nous sommes ravis de montrer sa ceinture, et aussi tout au sujet d'elle, c'est parce qu'à gauche, vous avez un dessin qui est un dessin par Holbein. Parce que Holbein a, et si vous me connaissez, vous savez que j'adore dire ceci. Holbein a créé des centaines et des centaines de bijoux pendant sa vie. Pas un seul bijou, selon notre connaissance, existe encore. Mais il y avait un livre, The Jewelry Book, un livre de dessin qui était tellement précieux à Henri VIII
qu'il a caché ce livre avec ses vrais bijoux dans la tour de Londres. Il a caché ce livre avec ses vrais bijoux. C'était trouvé par les Anglais quand ils devaient faire l'inventaire, parce qu'Henri VIII était tellement dépensier qu'il était presque en faillite. Il fallait vendre tous les bijoux. Pourquoi? Il fallait assez tôt après établir des joyaux de la couronne. Mais il cherchait ce bijou livre, qui veut dire que pour Henri VIII, il savait que les dessins joailliers étaient aussi précieux que les bijoux, peut-être même plus précieux. Et à cause de cela, nous avons ces sublimes dessins dans le British Museum que nous pouvons regarder dans leur database. Et vraiment, notre voyage ensemble a été un voyage de découverte suivant notre imagination et nos découvertes. Comme toi, Marina, qu'est-ce que tu as trouvé ici? Alors en fait, c'est vrai qu'on se pose toujours la question qui sont les dessinateurs de bijoux. Et un jour, donc aux Arts Déco, tandis qu'Inezita trouvait ce magnifique dessin à l'encre de Chine de 3 anneaux, moi, j'avais découvert cette planche sublime, donc réalisée en lavis à l'encre de Chine aussi. Et juste en dessous, je vois pendant de l'architecte Mr. Melmesen à Graz, au 19e. Donc, c'est la preuve déjà qu'au 19e, beaucoup d'artistes dessinateurs, finalement, qui réalisaient les bijoux, n'étaient pas forcément dédiés aux bijoux. Donc voilà un architecte qui a réalisé de magnifiques compositions donc de pendants. Et ça pourrait être un autre artiste avec d'autres savoir-faire. Et pour moi, je crois que toi, tu es d'accord, c'est très architectural comme dessin. Et c'est pourquoi nous avons mis ces dessins à côté de l'enseigne de Lorenzo de Medici. Laurent de Médicis, excusez-moi. Lorenzo de Medici a trouvé nécessaire d'avoir son enseigne personnelle 3 anneaux. Donc, un dessin de 3 anneaux qui nous a fait penser avec les rubans qui circulent, avec cette façon de mettre en valeur, qui nous avons fait penser au dessin que tu avais découvert dans le... Et nous avons découvert les 2 dessins côte à côte au même moment, simultanément. Et voilà. Donc, les dessins, la joaillerie, le dessin pour la joaillerie peut être œuvre d'art. Et les œuvres d'art, on peut même trouver dans le palais de Laurent de Médicis ce motif dans l'architecture, dans les grilles devant la porte. Donc, l'enseigne peut devenir bijou, le bijou peut être enseigne, le bijou peut être structurel, architectuel. Et beaucoup de différents artistes peuvent inspirer les bijoux. Et j'ai envie de poser la question, d'ailleurs on se pose tous la question, qui sont les dessinateurs de bijoux? Et on a déjà une première réponse quand j'ai eu l'occasion de faire l'exposition incroyable de Léonard de Vinci juste avant le confinement. Qu'est-ce que j'ai découvert? J'ai découvert que Léonard de Vinci faisait énormément de recherches et de dessins. Donc, je vais vous donner ma définition, qui est vraiment ma définition du dessinateur de bijoux. Pour moi, le dessinateur de bijoux, c'est déjà un dessinateur qui sait très bien dessiner, mais qui va aussi transposer ce qu'il voit dans le monde en volume. Et finalement, je vois en Léonard de Vinci un potentiel dessinateur de bijoux dans le sens où ça a été une personne qui a, un grand artiste déjà, mais qui a été très polyvalent et qui finalement a observé le monde de beaucoup de manières. Et dans chacun de ses carnets d'esquisses, il étudiait une discipline. Mais il y en a un particulièrement qui a attiré mon attention, c'est celui de gauche, où j'ai découvert qu'il utilisait le même outil que moi actuellement en réalité. Donc un outil qu'il utilisait depuis le XVe siècle. Alors est-ce que vous le reconnaissez? Alors je crois que beaucoup s'imaginent que c'est, quand on le voit, que c'est un compas, mais en réalité ce n'est pas un compas. C'est une pointe sèche. Alors, donc cet outil, ce qui est assez incroyable, c'est de se dire que depuis le XVe siècle, un dessinateur l'utilise et qu'aujourd'hui, il est encore sur ma table de dessin. À votre avis, à quoi peut servir une pointe sèche?
Alors la pointe sèche, on va le voir aussi dans le cours sur le dessin joaillier avec tous les autres outils, bien sûr, puisqu'on va détailler tous les outils et le matériel dont a besoin le dessinateur. Mais la pointe sèche, elle permet justement de mesurer les pierres, de mesurer un doigt et également de reporter les mesures sur son dessin. Donc sans avoir besoin d'utiliser la règle en réalité. Donc c'est un outil qui est très précieux justement pour aller vite à l'essentiel sans mesurer. Enfin sans mesurer avec une règle. Et puis donc on peut voir d'ailleurs que quand il a fait toutes ses études d'anatomie, parce qu'il avait un carnet où il faisait que des études d'anatomie, il a étudié les proportions du visage, les proportions du corps humain. On peut s'imaginer qu'il a utilisé justement le compas et la pointe sèche pour pouvoir justement positionner l'œil exactement au bon endroit, le nez, la bouche. Et ensuite sur la droite, on voit encore une autre de ses passions qui est la botanique, avec cette magnifique fleur assez sauvage réalisée donc à la plume. Et qui va introduire finalement également une thématique d'inspiration qui finalement était très chère à Léonard de Vinci, qui est la nature. Il incitait d'ailleurs tous ses élèves à aller dehors, prendre vos leçons dans la nature. Voilà une célèbre citation qui sert encore aujourd'hui à beaucoup d'artistes et de dessinateurs. Oui, et pour moi, l'observation qui est sans prix, intemporelle et sans priceless, on dit en anglais, c'est le fait qu'on peut voir l'observation, le processus d'observation que Marina a fait, parce que ce sont ses photos qu'elle a prises parce qu'elle était épatée par cela dans le Louvre pendant l'exposition. Nous avons avec Marina ce que nous n'avons pas du tout avec le portrait de la demoiselle de Bernard d'Agessi, parce que nous pouvons te demander comment est-ce que tu trouves tes inspirations? Quelles méthodes? Quels outils? C'est exactement cela qui remplissent les lacunes, qui remplissent ce qui n'est pas là et qui nous permettent de vraiment tirer le fil rouge, de suivre le fil rouge pour savoir comment est-ce qu'un bijou est né. Comment est-ce qu'un bijou est né? Comment est-ce qu'une dessinatrice crée un bijou? Et finalement, on peut se poser aussi la question, enfin, je veux dire, tout artiste qui va dessiner donc dans ses carnets, d'ailleurs, j'avais apporté quelques carnets de croquis d'ailleurs, donc c'est très important de dessiner régulièrement tout ce qui nous inspire. Et voilà, donc ici, j'ai découvert cette jolie fleur gracieuse et sauvage qui est un coquelicot, et comme on le voit, qui est très très délicat. Et on pourrait se poser la question finalement comment un dessinateur pourrait interpréter une fleur sauvage aussi gracile et fragile en collier. Et il n'y a pas de limite finalement à la création. Cette question, je pense que Paul Legrand, qui était le dessinateur autrefois dans le studio Boucheron au 19e, Paul Legrand s'est certainement posé cette question puisque lui-même, en 1879, il s'est posé cette question, comment retranscrire une fleur fragile qui était ce magnifique collier point d'interrogation. Donc comment retranscrire une fleur aussi fragile qu'est l'églantine sauvage, donc la rose sauvage primordiale, comment la disposer gracieusement autour du cou sans utiliser un fermoir. Donc avec cette forme de point d'interrogation. En se posant la question, il a dessiné des croquis, donc les premiers justement dessins point d'interrogation. Mais comment réussir à réaliser une telle idée d'un collier point d'interrogation ouvert sans fermoir, ça ne l'a été possible que 10 années après, finalement. Donc il a dû attendre 10 années supplémentaires pour que le studio, justement, le chef d'atelier et les joailliers de la maison Boucheron trouvent les astuces techniques pour permettre de créer la technique qui permettrait d'enfiler un collier en écartant la tige, en la remettant comme ça. Et grâce à cette invention, qui est arrivée donc en 1889, ils l'ont présenté à l'exposition universelle donc de Paris et ça a été le grand succès. Ils ont gagné la médaille d'or avec ce collier.
Et la médaille d'or, c'était la plus grande récompense de l'exposition universelle à l'époque. Parce que finalement, le premier secret qu'on va révéler, c'est qu'il y a eu l'association d'abord d'une idée de portée novatrice et également l'association de la technique apportée par les joailliers. Et l'association de ces deux, on va dire, innovations a fait qu'ils ont innové à cette époque. Et on peut dire même qu'aujourd'hui, un collier pour l'interrogation, c'est d'une grande modernité. Ouais. C'est intemporel. Voilà. Et nous remercions Thomas Farber, c'est dans sa collection, voilà. Et c'est sa fille ou son épouse qui a pris la photo. C'est le collier là. Et Marina a choisi le dessin dans les archives du Musée des Arts Décoratifs. On remercie Bénédicte Gadi pour cela, parce qu'elle a ouvert tout pour nous et nous avons pu... Donc, pour moi, le paradis terrestre pour l'historien de bijoux, c'est qu'on a les deux dessins côte à côte choisis par toi. Le collier qui est... Maintenant, le problème est résolu. Toute l'équipe de joailliers ont dû résoudre le problème. Dès l'idée, le dessin, on n'a pas le dessin, on ne sait pas où. Mais Marina a pris à côté de ce dessin, de ce bijou, l'idée de dessin qui aurait pu inspirer Paul le Grand. Et en pensant à qui étaient les dessinateurs, nous avons pris... beaucoup de plaisir en regardant la maison Ostertag et une page du catalogue pour une exposition auquel nous aurions beaucoup aimé assister, 1929, le Palais Galliera, une exposition de bijoux modernes. Et c'est sublime de voir que les dessins de joaillerie servent ici comme œuvres d'art qui montrent et qui vantent vraiment, qui montrent et vantent la beauté des bijoux qui sont exposés. Donc les vrais bijoux sont dans l'exposition, mais la photographie n'est pas très bonne à cette époque, mais les dessins sont sublimes. Les dessins sont là. Mais par qui? Par le style de la maison, qui veut dire, encore une fois, des anonymes. Je pense immédiatement à ces petits Cupidons dans le mur de Pompéi, des artistes anonymes qui expriment le goût et l'œil et le cœur et l'esprit de cette maison Ostertag. Et à côté, une publication qui a un dessin dedans, une publication qui nous montre la dame qui pourrait porter les bijoux de cette maison et quel est l'esprit de cette maison. Tout ça sans savoir qui étaient vraiment les dessinateurs. Nous avons déjà commencé à toucher sur le deuxième chapitre qui est d'où viennent ces inspirations. Mais maintenant, nous allons vraiment directement, d'une façon très concrète, faire une investigation d'où viennent les inspirations pour une artiste qui dessine les bijoux. Voilà. À gauche, nous avons eu le privilège de regarder dans les cahiers, de fouiner. Moi, Marina m'a permis de vraiment regarder dans ses cahiers et avec elle, de faire des choix de dessins qu'elle a trouvés, où elle a trouvé ses inspirations pendant ses promenades partout. Voilà. En fait, comme je disais, finalement, un artiste, il doit tous les jours dessiner et croquer ce qui l'inspire autour de lui. Et donc là, au cours d'une promenade dans Paris, j'avais vraiment admiré une belle statue que l'on voit ici d'un ange qui s'appelle l'ange du souvenir. Et je trouvais que la position du corps, l'envolée des ailes était très inspirante. Donc j'ai fait ce croquis assez rapidement avec des feutres pinceaux que l'on voit là d'ailleurs. Ce sont les vrais feutres que tu as Voilà les 3 vrais feutres qui m'ont servi à faire cet ange. Des gris qui sont tellement délicats. Alors les feutres pinceaux, l'intérêt c'est qu'ils imitent un petit peu l'aquarelle et on peut aller très très vite pour faire des croquis sur le vif. Et donc j'ai fait ce croquis et je me suis dit finalement une telle pièce aurait pu m'inspirer cette planche que l'on voit à côté, magnifique, de la maison Weber. Et ce qui est incroyable, en fait, c'est que c'est une planche de recherche. Malgré la précision des dessins, les couleurs, on voit que certains ne sont pas tout à fait finis, hein.
Oui. Et c'est pour ça qu'on peut dire que c'est une planche de recherche. Et voilà, cet ange aurait pu inspirer justement le dessinateur pour refaire ses compositions avec des corps en mouvement, comme on peut le voir dans les pendentifs à droite, dans le pendentif à droite. Et puis, il pourrait aussi inspirer un motif plus symétrique, comme on va le voir juste après. Oui, pour moi aussi, c'est l'idée que tous ces dessins sont très sculpturels. Nous avons eu le privilège d'explorer avec Clémentine Vialard dans le fonds Van Cleef & Arpels sur la culture joaillière, ici dans Paris, qui a aussi fourni toutes les ressources pour cette sublime exposition. Et nous avons choisi ce dessin pour l'influence sculpturelle. Pas parce que c'est spécifiquement les ailes, mais nous sommes obsédés par les ailes. L'influence figurative aussi. Oui, exactement, figurative et sculpturelle. Donc, c'est pourquoi nous avons choisi ce dessin-ci en disant que ce détail du dessin fait penser aux ailes, pas du tout, sans pas du tout être des ailes, oui. Et aussi, nous n'avons pas pu résister à la façon de laquelle le dessinateur a fait les lumières et les couleurs du gouache, qui est un cours qui est donné aussi avec toi ici dans l'école. Il y a les lumières et les couleurs pour expérimenter avec vos propres mains. Vous pouvez venir et peindre les gouaches avec Marina. Mais on ne pouvait pas résister à voir comment est-ce que l'inspiration peut commencer avec un croquis devant un objet, comme par exemple ici, une fontaine qui est dans Paris, que tu fais tes balades de création, oui? C'est ça. Alors, moi, j'allie toujours l'utile à l'agréable. Hein. Donc, j'essaye de faire des randonnées dessins, si je peux. Et donc... ici, j'étais allée me balader du côté du Luxembourg et il y avait une magnifique fontaine qui s'appelle la fontaine des 4 continents, qui me plaît beaucoup parce que justement il y a un bestiaire fantastique autour et des jeux d'eau assez incroyables. Donc du coup j'avais pris une partie de cette fontaine et j'ai dessiné donc une sorte de cheval, tortue, enfin des animaux aquatiques en train de jouer avec l'eau en fait. Hein. Donc, et quand j'ai vu ce dessin dans le cahier de Marina, j'étais épatée parce qu'il y a un bijou que j'adore dans le Louvre, qui est un bijou très mouvementé dans plusieurs sens, qui m'a fait penser immédiatement à la sculpture oui, c'est un camée dit de Sostratus, on ne sait pas, mais probablement de l'Antiquité. Et le camée, c'est un bijou sculpturel. C'est un bijou qui est vraiment sculpture comme bijou. Bijou qui est sculpture, sculpture qui est bijou, bijou qui fait un portrait très souvent des grandes sculptures. Donc, est-ce que ceci était une grande sculpture que cet artiste anglyptique a reproduit? On ne sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est que ce camée sublime se trouve dans le Louvre et qu'un artiste, un dessinateur, dans l'Antiquité ou le XVIe siècle, on ne sait pas, a créé ce camée qui fait penser à votre sculpture, aux sculptures. Et on ne peut pas résister, on regarde le dos, parce que le dos, on est sûr, même les experts comme Julie Roux au Musée de la Renaissance, dit que c'est probablement de la période, et c'est probablement XVIe siècle, et ça pourrait même venir de l'atelier de Launay. C'est dans le catalogue de l'exposition de Launay, qui est un sublime livre qu'il faut commander. Mais voilà les détails qui sont tout à fait épatants. Là, vous diriez même Art Nouveau. Et c'est intéressant, la fée là, qui est en train de jouer quelques genres de musique avec les insectes qui sont partout. C'est et classicisme et cela donne vraiment une idée de pourquoi un des surnoms pour Art Nouveau, c'est le Renaissance de la Renaissance. Et ça, c'est le dos de ce bijou qui se trouve dans le Louvre. Et ce qui est merveilleux, c'est que maintenant, vous pouvez trouver toutes ces photos parce que tous les objets dans le Louvre sont là. Il ne faut que faire Google et sur la collection, vous pouvez trouver les sublimes photos. Par exemple, ça nous donne l'opportunité de vous montrer cette perle fine et tous les détails pendant que nous faisons notre balade dans la création d'un bijou. Voilà, et puis au cours d'un autre week-end, cette fois-ci sur le thème de l'Art Nouveau à Bruxelles, j'ai dessiné donc cette porte que je trouvais très très belle parce qu'il y avait ces incrustations de vitrail avec des fleurs très stylisées.
Et finalement, quand on a fait nos recherches avec Inedzita, on l'a rapproché d'une autre planche de recherche que l'on voit à droite. Ce sont des pendants d'oreilles c'est une planche de recherche aussi, on le voit, ça a été rapidement esquissé au lavis. Et on retrouve un peu, on va dire, cet esprit stylisé et floral qui sont un peu les prémices de l'art déco. Et oui, nous avons fait un choix, nous deux, l'historienne de bijoux et la dessinatrice, de mettre côte à côte Art Nouveau et Art Déco. Ce n'était pas que nous avons bu 2-3 verres de vin. Non, 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 non. Nous avons fait ce choix parce que l'art n'est pas quelque chose qui s'enferme dans des boîtes, même si les historiens de l'art aiment construire les boîtes. Pendant l'Art Nouveau, qui était pendant la Belle Époque, les tendances étaient déjà là, on peut dire les graines étaient déjà plantées et on commençait à pousser. Et c'est pourquoi nous avons pris le plaisir de mettre ces deux objets côte à côte, parce que les sensibilités étaient là. C'est pas, oui, c'est bien d'avoir les boîtes, les noms, mais on a vu ces faits sur les mailles de la période de Delaunay et 16e siècle qui fait penser à l'Art Nouveau. C'est très important. C'est très important, oui, de connaître les termes et de pouvoir dater les styles, mais aussi d'avoir l'esprit ouvert. D'avoir l'esprit ouvert qui peut s'inspirer n'importe où, même dans les prés de où, Normandie, ou c'était où? C'était l'automne dernier, en fait. Tu étais où? J'étais confinée dans les montagnes d'Auvergne et du Massif central, et justement, c'était l'automne, donc j'avais fait cette composition d'aquarelle à l'aquarelle cette fois-ci. Donc vous voyez une petite boîte d'aquarelle que j'ai toujours sur moi quand je me balade. Elle est petite, ça permet de faire des aquarelles sur le vif. Et donc on peut la rapprocher également, on peut voir même que Lalique a sûrement été inspirée par cette période automnale avec les feuilles mortes. Avec ce joli peigne avec les noisettes et cette feuille qui est derrière et qui est vraiment en corne, mais qui est craquelée comme à l'automne. Et côte à côte, Lalique et Marina, parce que Marina dit que vraiment son inspiration, c'est comme Jean Vendôme qui était ici il y a quelques mois. Jean Vendôme avait dit que son père spirituel était René Lalique. Et pour toi, c'est René Lalique aussi, oui, qui t'a inspiré à devenir dessinatrice de joaillerie. Oui, parce que quand j'ai découvert Lalique au cours d'une exposition il y a très longtemps, au Luxembourg, au Luxembourg, 2006. Oui. J'ai découvert donc ses dessins et j'étais illustratrice à ce moment-là. J'étais, on va dire, étudiante illustratrice. Et donc ça a été le coup de cœur quand j'ai vu ces dessins, parce que je me suis dit, tiens, voilà, on peut aussi dessiner des bijoux avec une grande précision et avec beaucoup de création également, hein. Voilà. Et ici, je crois que je pourrais prendre cela et craquer et manger parce que j'ai un peu faim. Et ça, je vais le mettre dans la four et manger parce que j'adore les marrons dans la four. Mais voilà. C'est une sublime peinture qui nous a fait penser immédiatement de ce peigne par Lalique pour les cheveux. Mais c'est exactement comme ça, de la nature à bijoux. Cette photo à gauche, pendant une balade, tu organises les balades. Alors, je suis devenue, tu gères un club, depuis peu, je suis devenue organisatrice de rando dessin. Donc, j'aime bien faire les randos et justement pouvoir avoir des petites pauses de temps en temps pour pouvoir croquer sur le vif ce qui est beau, hein, puisqu'on est quand même entouré de belles choses, où que ce soit en ville ou dans la nature. Et ce jour-là, donc je faisais une randonnée et j'ai découvert un détail dans un champ de blé que je trouvais magnifique. Donc c'est le moment où les blés sont trop mûrs et à tel point que finalement ils ploient sous leur propre poids. Ouais. En créant des dessins très graphiques. Et des arabesques et puis des gerbes, d'or, on va dire. Et quand j'ai vu ce détail, j'ai fait la photo parce que également j'avais vu dans nos recherches ce magnifique diadème de Lalique. Ici. Qui est dans l'exposition. Qui a été inspiré par le même moment, c'est-à-dire la fin de l'été, le moment où les blés ils sont mûrs à point et ils ploient sur leur propre poids.
Et on va voir que Lalique a été inspirée vraiment très souvent par le blé et ce moment-là. Exactement, ce moment-là. Ce qui est dans ta photo, c'est exactement ce qui est ici, qui a été fait pour Madame Morozov. Je ne sais pas si c'était la grande collectionneur d'art, mais peut-être Madame Morozov. Et il a écrit des instructions qui sont ici en disant il faut être certain, les pauvres émailleurs ou les pauvres gens qui font ça, que l'émail, la couleur doit être exactement comme les émeraudes de Madame Morozov dans son autre bijou. Donc les émeraudes ici, des vrais portraits de ces belles émeraudes et que l'émail doit aller avec et des pierres jaunes pour le blé. Donc, il voulait recréer ce blé avec des pierres jaunes. Et on peut voir aussi un autre détail que Lalique est le seul à nous révéler aussi. C'est qu'en fait, il travaillait en symétrie, c'est-à-dire qu'il faisait tout sur la même page, la recherche et la finalisation. Donc à gauche, on a la recherche du diadème, dans le diadème, à gauche, on a la recherche, et à droite, on a la reproduction finalisée. Mais là, ici, il n'a pas utilisé la plume noire, donc on le discerne moins, mais on peut voir tous les traits de crayon de recherche qu'il a utilisés pour faire sa recherche et sa composition. Ensuite, on peut voir justement ce que je décrivais tout à l'heure, les gerbes de blé très graphiques qui vont dessiner cette plaque de cou sublime, qui était certainement une plaque de cou de collier de chien. Que nous avons trouvé dans la bibliothèque des musées. Et nous avons dit, OK, nous allons mettre cela, il faut mettre le dessin, contre la photo. Et c'est comme ça que nous voyons vraiment d'où vient l'inspiration. L'inspiration peut venir, bien sûr, des fleurs. Nous avons des belles conversations par Paul et Ghislain et Pascal Gerbe au sujet de tout cela, qui sont sur notre YouTube playlist. Vous pouvez les voir et revoir. Ghislain va vous donner le lien. Et cela nous a fait penser à ce trio de chardon. Le chardon, c'est quand même pas une fleur facile à, je dirais, d'inspiration, c'est pas facile. Mais pourtant, c'est vrai que dans l'Art Nouveau, c'était une fleur qui était vraiment très, très utilisée. Donc là, on peut voir l'aquarelle que j'avais faite d'un chardon de face et de profil. Et d'ailleurs, avec une abeille. Sur celle de profil, on peut voir la structure, justement, de la fleur qui m'avait particulièrement plu, justement. Et alors on va dire si on interprétait d'une manière réaliste, on en ferait plus la broche de Charles Fouquet qui est à droite avec la petite abeille qui vient butiner la fleur dans un style Art Nouveau. Et justement, si on s'attache plutôt à la structure du chardon, à sa couleur, à ce moment-là, on aurait pu l'interpréter d'une manière très graphique et moderne, comme l'a fait Van Cleef et Arpels pour cette magnifique bague chardon du Palais de la Chance, avec un saphir rose qui va reprendre exactement la couleur de la fleur quand elle est épanouie. Et la structure du chardon qui va être stylisée par des baguettes diamants et saphir violet. Notre processus, c'est notre bonheur ici, parce que ce que nous faisions pendant des heures et des heures et des heures, moi, comme historienne de bijoux, je montrais beaucoup d'objets à Marina, et Marina disait oui, non, peut-être. Et Marina insistait sur ce choix-ci, très conceptuel, parce que pour elle, cet objet se mariait le plus parfaitement avec son aquarelle et aussi avec le dessin de Fouquet, qui n'est pas du tout un chardon, mais l'abbé l'a fait penser, les couleurs. Et cette photo, et encore une fois, c'est grâce à Bénédicte Gady et aussi Paul Paradis, c'est la photo de Paul dans les archives. L'inspiration peut inspirer aussi bien des dessins figuratifs que des dessins très contemporains. Exactement. Et c'est ça, c'est que le bonheur de l'historienne de bijoux, d'avoir tout cela devant moi en vif. Comme par ici. Ici, on a toute l'histoire, l'étude, l'inspiration, l'événement, l'étude et les vrais bijoux de haute joaillerie, tout par toi. Alors là, on s'est pris dans ce jeu justement à rapprocher des images qui auraient pu être les inspirations des dessinateurs autrefois anonymes ou connus.
Et puis voilà que nous choisissons cette petite perruche, ce perroquet qui était en train de se toiletter dans une des serres du jardin d'Auteuil. Et j'avais bien aimé ce moment justement parce qu'il y avait un mouvement que je trouvais très très beau, justement quand il se repliait sur son aile et que ses plumes se courbaient, etc. Donc j'ai fait cette petite aquarelle justement avec cette petite boîte très légère avec qui je voyage. Et cela a été en 2009. Et oui. voilà, ça c'était en 2009. Et puis voilà qu'au même moment, je travaillais donc chez Boucheron, dans les studios Boucheron, pour, on va dire, poursuivre la collection des animaux joailliers, hein, des collections animalières. Et à ce moment-là, j'ai donc proposé une recherche sur le kakatoès. Et on peut voir sur la planche de recherche qui est là que j'ai fait justement des présentations et des recherches de kakatoès avec la même composition du kakatoès qui est en train de se toiletter, qui est en train de... En fait, il a la pierre évidemment qui est au milieu, le saphir jaune hein, par exemple, puisque c'était l'association du saphir jaune sur sa crête et la pierre, ou un diamant. Hein. Et finalement, c'est celui-là qui a été choisi en bas à gauche. Alors, le X voilà, on a mis la croix, le saphir, enfin le diamant est devenu un saphir, et on peut le voir maintenant en haut à droite réalisé. C'est l'autre, c'est celui-là. Voilà. Ouais. On peut le voir là réalisé. Donc c'était le premier kakatoès nourri, donc issu de cette planche de recherche. Et après il y en a eu d'autres, comme on peut voir, d'autres tout blancs, sans pierre, un perroquet. En fait voilà, ça a été le début d'une longue lignée de perroquets, dont celui-ci qui est en grenat, en saphir orange, autour d'une opale de feu. Et la raison pour laquelle ceci, c'est vraiment sublime du point de vue de l'historienne de bijoux, parce que vous avez tout. Le moment quand elle ne savait pas du tout qu'elle allait faire le projet, mais elle a trouvé l'inspiration, ce merveilleux petit oiseau. En fait. Et ici, le beau bijou d'Autoiry qui incarne... L'année suivante, finalement. Et chez Van Cleef Arpels, sous son aile, l'idée de mouvement d'aile, encore une fois, donc une autre façon de laquelle le mouvement de l'aile a fasciné et inspiré l'artiste qui dessine les bijoux, qui est en train de protéger ce bijou, protège dans la collection secrète, l'aile bouge et ça protège le bébé. Donc c'est du mouvement de l'aile, de l'amour pour les animaux, comment est-ce que ça peut... Oh, pardon. Surprise révélée, excusez-moi. Comment est-ce qu'avec cette maîtrise de gestes et techniques, j'étais tellement enthousiaste que j'ai avancé trop, parce que le nœud de vraiment notre discours, c'est une révélation qui s'est passée entre Marina et moi pendant que nous étions confinés en mars 2020, en mars et avril 2020. Elle était dans les montagnes d'Auvergne et moi j'étais à Kittery, Maine. Et nous avons discuté parce que nous étions en train, jour après jour, de travailler pour finir, retravailler le fameux cours de dessin joyeux. Et à travers l'océan, autour de la planète, nous étions en train de parler. Pendant nos pauses, nous discutions cet écureuil que j'avais surnommé Edmund et que j'étais en train de nourrir avec sa famille de plus en plus grande, avec sa mère et tous les autres écureuils. Et Marina et moi, nous discutions, Marina dirait comment va Edmund, etc. Et comme ça, Marina a eu une inspiration. Oui, plus tard, en fait, quand est arrivé Noël, j'ai voulu faire une carte de vœux. Une carte de vœux avec des bijoux animaliers et je voulais trouver un animal qui inspire aussi l'hiver. Donc c'est Edmund finalement qui m'a inspiré. On peut voir les petits croquis d'intention que j'avais fait de recherche, voilà. Et on voit que finalement j'avais hésité entre un oiseau, une petite musaraigne et finalement c'est Edmund qu'on voit sur la photo qui a gagné mon cœur et j'ai décidé de faire une broche écureuil sur une branche de pin. Donc on peut voir là le deuxième croquis.
Et après, je l'ai transposé l'hiver avec la neige, avec les couleurs des pierres associées à son pelage. Vous allez voir. Donc là, c'est la recherche en fait. Je me permets de lire d'un livre que Guillaume Gloria nous avait suggéré pendant le confinement, qui est Xavier de Maistre, Voyage autour de ma chambre. J'ai entrepris et exécuté un voyage de 42 jours autour de ma chambre. Tout le monde qui était dans le confinement peut identifier les observations intéressantes que j'ai faites et le plaisir continuel que j'ai éprouvé le long du chemin, comme nous avec nos écureuils et nos montagnes et tout ça, me faisait désirer de le rendre public. La certitude d'être utile m'y a décidé. Et je crois que le fait que ici, Marina nous a fait le faveur de créer une vidéo pendant qu'elle créait Edmund, sans savoir que nous allions avoir cette conversation, elle faisait le plaisir pour toi, peut-être pour ton père, de faire des vidéos. Oui, oui, oui. Des essais de vidéos. Et nous pouvons voir Edmund en train de prendre vie. Voilà. Et encore une fois, point de vue historienne de bijoux, c'est magique. C'est le paradis, c'est le... Et donc là, je commence par peindre l'or rose, parce qu'avant de mettre les pierres, il faut commencer par indiquer toutes les zones où il va y avoir l'or, que ce soit l'or blanc ou l'or rose. Et ensuite, je fais le pavage des pierres. Voilà, les secrets de dessin joaillier, c'est de Edmund, que c'est le sublime bijou qui n'a pas encore été fait, mais le dessin est là, il existe, Edmund existe comme bijou. Et nous avons mis ici côte à côte le gouaché finalisé par Marina et aussi un écureuil bijou que j'adore et que tous les gens qui aiment perles et qui aiment les écureuils et les animaux doivent aimer, William Rooser, qui faisait beaucoup pour tous les stars de Hollywood, Joan Crawford, toutes les grandes devaient avoir les bijoux de William Rooser. Edmund, c'est mon écureuil. William Rooser. Et William Rooser était inspiré de créer des bijoux avec perles fines parce que ce sont des perles fines américaines que vous voyez là. Ça, c'est une perle fine qui fait la queue. Une autre perle fine qui fait le corps et des perles fines qui font les fleurs. Il a été inspiré d'employer les perles fines qui viennent de la rivière Mississippi parce qu'il a trouvé quelque part ou quelqu'un l'a donné une boîte avec une petite collection de ces perles tout en coton. Donc, les découvertes, les discussions, les amitiés, les rencontres avec des écureuils comme Edmund peuvent inspirer de beaux bijoux. Et là, c'est une petite boule donc, de rubis, mais qui est à la fois une double connotation. C'est la connotation de la boule de houx de Noël et la connotation du Covid. Donc, en fait, il est en train de manger la petite boule de houx pour justement passer ce moment du confinement. Bon, je dois dire, Edmund préférait toujours les noix aux fruits. J'ai essayé les fruits, mais il ne voulait pas. Donc, il préférait un noix. Mais j'aime beaucoup le rubis. Et il faut trouver le rubis qui est taillé comme ça. Mais ça va être un projet, trouver un rubis comme ça. Nous avons aussi pris beaucoup de plaisir en faisant ceci. Cette juxtaposition dans le musée des arts décoratifs d'un objet qui est dans la galerie de bijoux qu'il faut visiter. L'école est mécène de cette galerie de bijoux. Vous pouvez voyager toute l'histoire de bijoux là dans 2 salles. Et à côté, à gauche, le dessin que tu as trouvé dans les archives. Alors, j'ai choisi cette magnifique broche de corsage qui représente une grande rose. Mais aussi parce que non seulement c'est magnifique, mais également c'est réalisé d'une manière, je trouve, incroyable. Parce qu'à cette époque, finalement, tous les dessinateurs avaient leur propre gestuelle pour faire les bijoux, leur propre manière de gouacher. Et ici, on peut voir que cette broche de corsage a été réalisée avec beaucoup de contraste et puis même très rapidement. Et ce qui est fabuleux, c'est que le dessinateur n'a pas utilisé une seule facette pour réaliser les diamants. Donc, on peut même voir en transparence des diamants le fond, justement, ce qui permet d'avoir tous ces contrastes. Et ça se termine par la lumière sur la rose sublime. Donc voilà, tout ça, c'est ce qu'on peut avoir avec la technique de la gouache, que l'on enseigne aussi à l'école.
Oui, avec toi. On peut passer 4 heures 2 fois avec toi. Voilà. Mais nous sommes comme un vieux couple marié parce que je peux remplir tes phrases. Tu m'avais dit que tu adorais le fait qu'il y avait la liberté dans le geste. Qu'ici, on peut voir le geste de cet artiste dessinateur. Et moi, j'avais beaucoup aimé. J'ai passé toute une année dans les archives de Cartier en train de regarder les anciens dessins de Cartier, en train de faire conservation. Et c'est la même chose. J'avais pris beaucoup de plaisir en identifiant la main, l'œil, le cœur même de ce dessinateur. Et cela nous a fait penser la structure, le fait qu'il implique la structure avec la liberté de sa main et son imagination. Cela nous a fait penser de ce magnifique objet qui se trouve dans la galerie de bijoux, qui est très poétique et très triste et très beau en même temps, parce que c'était un sublime énorme bijou qui a été créé par Henri Weber, la maison Henri Weber, pour l'exposition 1889, et qu'ils ont dû démonter après, parce que les diamants étaient tellement importants que c'est ce qu'on faisait. Mais ils ont reconnu que la structure était tellement belle qu'ils ont donné la structure au musée des arts décoratifs. Et pour nous, la liberté d'expression, la poésie qui suggère la fleur sans vraiment donner la fleur, qui donne l'âme de la fleur, nous avons mis ces deux objets côte à côte pour vous. C'est même encore plus intéressant de le voir non pavé, parce que finalement, il n'y en a pas beaucoup de personnes qui savent comment c'est réalisé en dessous. Donc ça, il faut être dans les secrets des ateliers pour voir un travail comme ça. Donc voir tout ce travail qui ressemble presque à une dentelle, Oui, tout à fait. Une dentelle très minutieuse où on voit la mise en pierre de chaque diamant. Donc imaginez le travail pour réaliser la broche de corsage qui est à gauche. Exactement, et l'idée c'est que deux objets d'art qui expriment la poésie de ce qui est dessous, derrière, avant le vrai bijou qui est produit, et qui sont des œuvres d'art qui existent toujours comme témoignage de tous les artistes et artisans qui font vivre le bijou. Comme avec ces deux planches que toi, tu as tout à fait identifiées pour nous. Et là, je suis très contente parce qu'à un moment donné, j'ai cherché des dessins justement pour cette conférence. Et dans deux endroits différents, j'ai découvert à la fois la recherche que l'on voit à gauche, la planche de recherche, donc de toutes ces esquisses de pendentifs qui ont été réalisées au Lavis. Donc en 1923, aux arts décoratifs, voilà. Et on peut voir donc que les mêmes motifs ont été réalisés ensuite à la gouache. Donc j'ai sélectionné deux pendentifs que l'on voit ici donc à gauche. Ah voilà. On va voir ces deux-là, ces deux ici. Ici. Et on peut voir donc la recherche. Par exemple ici, pour celui-ci, on peut voir qu'il y avait donc, il avait dessiné à l'origine deux spirales. Et un motif différent dans le côté droit. Et finalement, dans le gouaché que l'on voit ici, il a décidé d'enlever la spirale du bas, de garder celle du haut et de refaire une symétrie. Et voilà, donc on voit le gouaché finalisé avec les pierres exactement bien réalisées à la gouache. Et puis l'autre modèle, magnifique aussi, qui lui est resté tel quel entre la recherche et le gouaché finalisé. Et si vous voyez AD et vous croyez que ça veut dire que c'est l'identité de l'artiste, non, ça veut dire art décoratif, c'est le tampon du muséum. Donc ça, c'est très important. Voilà, ici, dans ces recherches, Marina a trouvé un secret, un vrai secret concret qu'elle va révéler au sujet du dessin et des techniques, maîtrise de gestes, comment est-ce que les maîtrises de gestes, comme nous avons discuté, peuvent révéler ce que le bijou doit être et va être. Là, ce serait plus un secret de technique de dessinateur. D'abord, je rends hommage au calque dur, parce que finalement, tous les bijoux que vous voyez dans les musées ou même dans les maisons sont souvent réalisés sur calque dur pour plusieurs raisons, parce qu'il permet déjà de calquer un motif quand on fait une recherche par transparence, et également de reporter un modèle dessus.
et également il permet le repentir. Donc on peut également gratter légèrement quand on s'est trompé. Et ici, on peut voir une technique de gouaché qui est vraiment étonnante parce que j'imaginais même pas que Templier la connaissait. Donc on peut voir donc cette broche de face réalisée à la gouache par Raymond Templier en 1928. Et en la retournant, voilà ce que je découvre, c'est qu'il avait également peint à l'envers. Donc ça, c'est une technique que l'on utilise aussi aujourd'hui. Lui, il a réalisé cette technique pour réaliser une ombre très délicate qui souligne la broche. Voilà, et c'est un moyen de la réussir du premier coup. Hein, voilà. Donc voilà un truc de dessinateur. Donc, mais il faut maîtriser le geste pour pouvoir, il faut connaître ses outils, ses supports, et il faut aussi pouvoir avoir des secrets. Voilà. Exactement. Donc, pour nous, c'est parfait pour notre 3e chapitre parce que ça montre comment est-ce que c'est un savoir-faire intemporel et que Marina peut décrypter et lire, soit si c'est Delaunay du XVIe siècle, soit si c'est les Cupidons de Pompéi, c'est les mêmes outils qu'elle peut identifier. C'est Léonard de Vinci qui a employé ce que tu as ici. Et vraiment, c'est une continuité, c'est un savoir-faire intemporel qui n'a pas de date. Et c'est pourquoi nous avons choisi de terminer avec des vrais bijoux, encore une fois, que tu as créés d'une façon, le dessin sublime, le déroulement sublime. Et si tu peux partager avec nous quelques secrets au sujet de cela. Une autre manière de représenter aussi le dessin de bijoux, c'est souvent aussi de transposer les bijoux en 3 vues. Donc ici, on a la représentation d'une recherche sur un bracelet husky. Donc il fallait faire un chien-loup qui dort au bord du lac Baïkal, donc pour la maison Boucheron au cours de la recherche pour la collection L'hiver impérial. Et donc le husky est en train de dormir au bord du lac et dans la glace du lac, on aperçoit en transparence une montre. Donc c'était aussi un bracelet haute joaillerie secret avec une montre au fond du lac. Donc en premier, j'ai commencé à faire des recherches sur les 3 vues de ce bracelet. Donc on peut voir la vue, alors on va regarder la recherche. Voilà, on peut voir d'abord la vue de dessus, qui est en haut. Ensuite, on voit la vue de face, qui est juste en dessous. Et la vue de profil, où on aperçoit d'ailleurs en transparence la montre. Après cette étape-là, on a fait appel aussi, ça c'est un autre secret, à, on va dire, un artisan sculpteur spécialiste qui a étudié le volume du chien et de la fourrure pour avoir vraiment des détails de sculpture très précis. Donc après avoir fait travailler avec ce sculpteur, j'ai tout redessiné cette fois-ci 4 vues, parce qu'il fallait également que je travaille sur les couleurs de la fourrure, comment arriver à faire des dégradés subtils du noir au blanc avec les saphirs noirs, avec les diamants noirs, les saphirs. Et en gros, en passant du diamant au noir, au saphir noir, par le gris, avec des diamants gris également. Donc, on peut voir les études de mise en pierre sur tous les côtés. Voilà. Et une fois que ça a été validé, que tout a été validé, le volume du cristal, de roche, la fourrure, comment elle va être finalement interprétée en couleurs, les matières, quand tout a été enfin validé, j'ai finalisé avec une perspective, un bracelet gouaché en perspective assez hyper réaliste, puisque là il fallait donner l'illusion du bracelet fini. Et à partir donc de cette étape finalisée, on peut transmettre les dessins et les 4 vues ainsi que les 3 vues à l'équipe des joailliers qui va pouvoir commencer à réaliser la pièce. Et c'est comme ça que le bracelet est né, et avec la montre qui est cachée dessus et qui existe. Donc nous avons tout le fil rouge là, le fil qui mène au bijou qui est terminé. Nous terminons
de Pompéi à Paillet. Là, à droite, il y a des bijoux dessinés par Paillet. Paillet dessinait des motifs pour les bracelets et aussi des sublimes cadrans pour montre, comme tu as fait avec ta montre qui est cachée dessous ton chien loup. Et côte à côte, nos cupidons sur le mur de la maison des Vétiers. Et à droite, c'est une toute petite miniature. Mais avec une photo haute def, c'est ce qu'on appelle une miniature monumentale. On dit qu'on juge une miniature, c'est bien si on peut l'exploser et que ça peut vivre comme une grande œuvre d'art. Donc, vous avez une toute petite miniature destinée à être un bijou qui témoigne très bien côte à côte du fait que Paillet aimait le classicisme, l'Antiquité. C'est sûr que Paillet a visité Pompéi. Pour moi, il a visité la Casa dei Vétiers qui était dans le Muséum archéologique national de Naples. Et il a recréé cet esprit dans ce petit motif pour un bijou. Et c'est exactement comme ça qu'on peut découvrir délicieusement et on peut aussi voir l'intemporalité, que le bijou continue d'être une œuvre d'art qui est dessinée pour toujours si c'est gardé. Mais les dessins ont la tendance de disparaître. Et c'est pourquoi nous allons vous inviter maintenant de venir à l'exposition, mais aussi de venir à l'exposition virtuellement pendant 3 minutes, parce qu'il y a un sublime petit film que nos amis vont jouer pour vous, pour que vous puissiez entrer avec nous et voir tout ceci pour vous-même avec les 2 commissaires, Stéphanie Devaux et Michael Desgrossa. C'est un ensemble de dessins et qui aborde un sujet complètement inédit qui a très peu été étudié jusqu'alors, ni exposé, le dessin joaillier. Le dessin joaillier est élevé au statut d'œuvre d'art. Et c'est ce qu'on se propose d'aborder selon 3 axes. Le premier axe qui va s'appuyer plus précisément sur les étapes et la matérialité du dessin joaillier. Le deuxième axe qui concerne plus précisément les concepteurs du dessin. Et dans la dernière partie, nous abordons les différents statuts du dessin joaillier, qui peut être aussi bien un outil technique qu'un support de vente, mais aussi une œuvre d'art qui parle d'elle-même. Ça, c'est vrai que le dessin a cette mémoire-là, il va conserver la trace des hésitations, ce qu'on appelle des repentirs, et qui montre vraiment une œuvre en devenir, une œuvre qui est vraiment se crée sous nos yeux. Et ça, le dessin le permet. La scénographie a complètement épousé le propos. Dans la première partie, il y a vraiment le dessin qui est posé comme sur un établi dans un atelier. La seconde partie, le dessin est sur un chevalet d'artiste. Et dans la dernière partie, il est présenté comme dans un musée, le long de 6 mètres, où on le regarde en étant à la verticale. Donc on a aussi une progression de notre posture tout au long de l'exposition. C'est une scénographie immersive qui nous permet de nous plonger dans le dessin lui-même. Cette expo de dessin est assez incroyable parce qu'on n'a jamais l'occasion en fait d'approcher aussi près des dessins authentiques de joaillerie. Pour le grand public, c'est absolument incroyable. On s'attend à des dessins un peu plus techniques, et finalement c'est des dessins qui s'approchent d'œuvres artistiques. Leur beauté vient aussi de cette émotion qui surgit quand on évoque des bijoux qui n'existent plus aujourd'hui, puisqu'ils sont aussi témoins d'une histoire, d'un style, de différentes époques, et de pièces de joaillerie qui aujourd'hui ont soit disparu, soit n'ont jamais été créées. Donc il y a une autre émotion qui sort aussi de ces dessins et ce qui fait qu'aujourd'hui, avec notre regard d'historien, on les regarde comme des œuvres d'art et non plus seulement comme des éléments issus d'un atelier passés entre différentes mains des artisans. On fait un changement. Aujourd'hui, Marina va choisir les questions. Voilà. Donc merci Ghislain pour les questions. Merci Ghislain. On va commencer par la question qui sont les dessinateurs de bijoux les plus célèbres? Oh,
et Marina me donne ça comme un dessert après notre bon dîner. Est-ce que vous savez que Ghirlandaio était grand dessinateur de bijoux et qu'il mettait ses bijoux sur ses clients dans ses portraits? Ou Gustav Klimt, pareil? Ou Brunelleschi peut-être? Ou Ghiberti avec ses portes à Florence, dessinateur de bijoux? Bien sûr, il y avait Botticelli, qui était orfèvre avant d'être grand peintre. Il y a l'exposition sublime de Botticelli ici au Jacques Marandré. Holbein. Qui peut oublier Holbein? Mais bien sûr, vrai dessinateur qui s'annonçait comme dessinateur de bijoux. De l'époque. Oui, c'était qui? C'était qui? Lalique. Lalique, Ouais. le premier dessinateur freelance, entre guillemets, on va dire du 19e. Mais Paul Ding Farnham de Tiffany, à l'âge de 30 ans, à New York, il gagnait $100 000. Et je veux dire $100 000 à l'âge de 30 ans au commencement du XXe siècle. C'est comme plusieurs millions. Donc, Paulding Farnham et René Lalique, je crois, étaient très concurrentiels. Deux jeunes beaux hommes qui étaient dessinateurs de bijoux. Attends, il faudrait juste la remettre. Il veut sa maman. Voilà. OK. Alors, après, la deuxième question. De quand date le premier dessin de bijoux? Le premier dessin de bijoux, c'est comme quand les gens demandent de quand date le premier bijou. C'est la découverte de demain. C'est ce qu'on va découvrir parce que, comme j'ai dit, nous avons cherché dans ce mural, cette peinture de Pompéi. Ouais. Les dessinateurs étaient là, ils dessinaient. Mais il se cachait. C'est exactement pourquoi nous avons développé ce cours, parce que il est qui? Il est quand? Il est où? Mais nous avons, par exemple, des exemples que nous montrons du 15e siècle, mais c'est toujours des nouvelles découvertes. Et justement, cette question introduit un peu la dernière question, c'est pouvez-vous nous dire un peu plus sur le cours « Il était une fois le dessin joaillier ». Ah oui, ce cours, c'est un travail de passion, d'amour qui a fallu beaucoup de temps. C'est un grand rêve pour moi. Depuis mes jours dans les archives de quartier, quand j'ai pensé à ces héros qui ont créé ces merveilleux dessins et tout le monde les oubliait, les dessins disparaissaient, on les jetait, on les déchirait et quartier était en train de les sauver. Le fait que Van Cleef & Arpels a sauvé toute cette grande collection des milliers de dessins, tout cela contribue au fait que l'école, c'est très important pour l'école d'avoir son département de recherche. Le chef du département de recherche, c'est Guillaume Glorieux. Il a toujours beaucoup de différents champs de recherche qui sont en train de travailler pour créer des nouveaux cours et des projets et des livres. Il me semble qu'il y a un livre qui arrive chaque mois de l'école maintenant. Et donc, pendant des années, une équipe de gens, Michael Doy-Crossas, qui est un des commissaires pour cette exposition, moi-même, même Marina, nous avons travaillé pour essayer de trouver d'où vient l'histoire du dessin pour commencer à décrypter ensemble les secrets de ce que c'est qu'un dessin joaillier. Et pour cela, il faut une dessinatrice d'un côté et une historienne de bijoux à l'autre côté. Je vais terminer sur une dernière question qui s'adresse à moi. Pour Marina, l'inspiration est-elle plus dans l'histoire suite à des recherches historiques ou dans l'actualité, des sujets dans l'air du temps? Alors, j'espère qu'on aura répondu avec cette conférence à cette question. En fait, comme on l'a décrit, l'inspiration, elle est partout. Elle peut être dans l'histoire, comme on l'a vu avec les boucles d'oreilles, avec le vitrail qui aurait pu inspirer les boucles d'oreilles Art déco, par exemple, par la suite. Mais elle peut être également dans l'air du temps, puisque quand on se promène, que l'on voit une belle exposition, on voit un détail de fleurs qui nous a plu, on peut le transformer en bijou. Voilà. Donc en fait, les grands artistes savent s'imprégner et finalement être inspirés par l'air du temps, évidemment, et tout ce qui les entoure, hein, comme on l'a vu aussi avec Léonard de Vinci. Léonard de Vinci, il a eu beaucoup d'idées parce qu'il s'intéressait à beaucoup de choses.
Même avant Léonard de Vinci, Pisanello, que nous discutons dans le cours. Pisanello, un des grands artistes de la Renaissance, et il n'y a que 17 œuvres qui restent de lui. Il y a des dessins sublimes des animaux, des observations des animaux qui me font penser à toi, et un dessin pour un bijou, on ne va pas révéler, mais ce dessin, c'est dans le Louvre, vous pouvez le trouver dans le cours et aussi dans le Louvre si vous voulez chercher. Mais côte à côte, des observations sublimes des animaux, des portraits de gens et des bijoux. Donc, Pisanello et Marina et les autres dessinateurs anonymes, ils sont là, nous continuons à chercher et c'est un grand bonheur et passionnant de continuer à chercher et d'avoir le soutien de l'école avec ses champs de recherche pour que nous puissions faire cela. Et nous allons partager ces recherches au sein de ce cours, justement, donc qui révèle, on va dire, du XVe siècle à aujourd'hui, beaucoup d'artistes et de techniques. Donc un cours est né avec de sueur, de passion, de travail, des appels, des FaceTime, beaucoup de FaceTime, des écureuils qui s'appellent Edmund pour les pauses, d'amitié, des crêpes mangées les dimanches, tout ça, beaucoup de travail et de dédication. C'est ça. Merci beaucoup. Bien sûr, nous avons notre présence Instagram. Pour les gens qui n'ont pas pu avoir les réponses que vous avez voulu, si vous nous écrivez sur Instagram, Marina est aussi là. Je réponds aux plupart des messages Instagram. Pour les gens qui nous visitent ici dans l'exposition, pour les gens qui ont dit allô, restez en contact. Ça nous touche au cœur d'avoir vos avis et vos sentiments. Donc, nous vous remercions pour tout cela et nous avons hâte de rester en contact avec vous sur Instagram, sur Facebook, à travers YouTube, avec les playlists que Ghislain vous a données. Et pour ce soir, nous vous remercions et nous vous souhaitons bonne soirée. Oui. Bonne soirée. Merci.